Alors que les États-Unis continuent d'envoyer des milliards de dollars à Israël et de déployer leur armée au nom de ce gouvernement étranger, le montant total dépensé pour ce pays continue de croître chaque jour. Dans le même temps, Trump et d'autres promettent de s'attaquer aux dépenses militaires. Le mois dernier, Trump a déclaré qu'il réduirait le budget militaire de moitié. Mais est-ce que cela s'est déjà produit? Pour comprendre tout cela, je parle avec William Hartung, chercheur principal à l'Institut Quincy pour une politique responsable, où il se spécialise dans l'industrie de l'armement, le budget militaire américain et la politique de sécurité nationale. Et il est mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cela. Merci d'être venu aujourd'hui. Oui, heureux de le faire. Je veux commencer par Israël. Vous avez coécrit un rapport très diffusé pour le projet Cost of War de l'Université Brown à la fin de l'année dernière, qui documentait les sommes financières que les contribuables américains ont données et dépensées pour Israël au cours de l'année suivant le 7 octobre. À ce moment-là, le total, qui inclut le coût des déploiements militaires américains au nom de ce gouvernement étranger, était d'au moins 22,76 milliards de dollars. Et vous dites « au moins » parce qu'il est difficile de connaître le total exact en raison de toutes sortes de manœuvres bureaucratiques de l'administration Biden qui a dissimulé ces chiffres. Eh bien, c'était il y a 5 mois. Depuis lors, les États-Unis ont annoncé plusieurs milliards de plus dépensés pour Israël et ont continué à bombarder le Yémen au nom de ce pays également. Combien estimez-vous que les Américains ont dépensé pour Israël du 7 octobre à aujourd'hui? Il est difficile d'évaluer. Je veux dire, certainement, cela pourrait être un autre 5 ou 10 milliards de dollars. Une grande partie concerne les opérations militaires des troupes américaines dans la région. Certaines armes ont été proposées, mais pas encore livrées, et elles seront sans doute payées avec les impôts américains. Mais l'argent ne circule pas encore. Il y a eu environ 30 milliards de dollars d'offres d'armes à Israël depuis le début de la guerre de Gaza, et 8 milliards sont actuellement à l'étude. Le sénateur Sanders essaie de les bloquer. Donc, il y a l'argent, les choses que nous avons déjà payées, et cela revient essentiellement à hypothéquer l'avenir, parce qu'ils offrent les armes avant que les impôts ne soient perçus pour les payer. Et à quel type de manœuvre bureaucratique faites-vous référence dans votre rapport qui rendent beaucoup plus difficile de connaître le total réel? Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Eh bien, probablement la plus grande chose que l'administration Biden a faite, c'est qu'il y a une certaine valeur d'un accord qui doit être signalé au Congrès. Donc, ils ont découpé l'accord pour être en dessous de ce seuil, et ils n'ont pas eu à informer le Congrès. Le Washington Post en a eu vent, et essentiellement, ils avaient conclu, vous savez, 100 accords d'armement avec Israël au cours des 5 ou 6 premiers mois de la guerre, dont aucun n'avait été signalé au Congrès. Et puis, ils ont divers entrepôts d'armes, y compris un en Israël, d'où ils peuvent transférer des armes. Et ils ne signalent pas souvent, immédiatement, quand ils l'ont fait. Et puis, il y a aussi des choses comme les ventes d'armes, qui sont très difficiles à suivre. Donc, bien que d'une manière étrange, le système américain soit un peu plus ouvert que certains autres pays, les choses que vous voulez vraiment savoir sont difficiles à découvrir, comme quand cela a été livré. Comment les armes sont-elles utilisées? C'est un travail principalement pour les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme sur le terrain, et ainsi de suite. Le gouvernement américain suit à peine cela. Et quand ils le font, ils ne partagent pas cette information avec le public. Vous suivez le complexe militaro-industriel depuis longtemps. Et juste pour montrer à notre public depuis combien de temps vous étudiez cela,
les sous-traitants de la défense profitent essentiellement de la base fiscale. Je veux mentionner un article que vous avez écrit pour le Cato Institute en 1999. Il s'appelle « L'aide sociale aux entreprises pour les fabricants d'armes, les coûts cachés des dépenses de défense et d'aide étrangère ». Tout d'abord, pouvez-vous expliquer ce qu'est l'État-providence pour les entreprises et comment il a évolué, surtout au cours des 25 dernières années? Eh bien, il y a d'énormes subventions pour les grands contractants d'armement, souvent pour construire des armes qui ne rendent personne plus en sécurité, mais qui, au contraire, déclenchent et accélèrent les conflits. À l'époque, l'une des choses que j'ai examinées était que les ventes d'armes sont souvent payées avec les impôts américains. Il existe plusieurs façons différentes de le faire. Ils présentent souvent les ventes d'armes comme une sorte de bénéfice économique. Mais en réalité, la plupart de notre aide étrangère retourne aux grandes entreprises. Par exemple, lorsque Israël achète à Lockheed Martin, notre aide étrangère à Israël leur revient. Donc, en plus de ce que le Pentagone vend, beaucoup de ventes d'armes sont également payées par les contribuables. Mais j'ai rédigé un rapport pour le Brown Cost of War Project autour du 20e anniversaire du 11 septembre. Il s'avère que les entrepreneurs avaient reçu 7 000 milliards de dollars du gouvernement américain au cours de ces 20 années. Et 2 000 milliards de dollars sont allés à seulement 5 entreprises: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics et Raytheon, qui se nomment maintenant RTX. Donc, d'énormes parts de nos impôts vont à ces entreprises. Elles en utilisent une partie pour payer leurs dirigeants 20 millions de dollars par an ou pour faire monter le prix de leurs propres actions. Ensuite, elles prétendent avoir besoin de plus, alors qu'elles ne dépensent même pas l'argent qui leur est donné pour les projets qu'elles sont censées réaliser. Je ne pense pas que les gens réalisent la quantité de dollars qui vont à ces entreprises et l'influence que cela leur donne. Habituellement, lorsqu'ils font pression pour le budget du Pentagone, ils disent que c'est pour les troupes. Mais en réalité, plus d'argent va aux entreprises privées qu'au soutien des troupes. Et ce ne sont pas nécessairement eux qui poussent à la guerre. Il y a toutes sortes de faucons et de néoconservateurs. Ils sont donc liés à l'industrie. Mais les dirigeants ne sont pas en première ligne, sauf pour cette nouvelle génération de militaristes de la Silicon Valley, comme Elon Musk et Peter Thiel. Ils sont en fait beaucoup plus vocaux sur le fait que leurs armes nous aident à battre la Chine. Ils rétabliront la primauté militaire des États-Unis. Ils sont beaucoup plus ouvertement bellicistes et ont en quelque sorte une attitude revancharde, pensant qu'ils sont ceux qui peuvent résoudre les problèmes du monde si seulement le gouvernement les laissait faire. Alors que le directeur de Lockheed Martin est un peu plus réservé, travaille avec les deux parties et encaisse les chèques quand ils arrivent. Mais il ne ferait jamais ce que Palantir a fait. Ils ont tenu une réunion du conseil d'administration en Israël pendant la guerre de Gaza pour montrer leur soutien. Donc, cette nouvelle génération de militaristes qui est un peu sur la scène et est très intégrée dans l'administration Trump, je dirais, est à certains égards plus dangereuse même que l'itération précédente. D'accord. Et Palantir, qui est l'entreprise fondée par Peter Thiel et Alex Karp, fournirait à Israël des outils d'IA pour effectuer le ciblage à Gaza. Vous avez déjà écrit sur Palantir et vous avez comparé leurs idées à des plans des années 1980, comme le programme Star Wars. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant dans ces intérêts? Eh bien, il y a cette notion qui semble difficile à abandonner, selon laquelle la technologie militaire nous sauvera. En revenant au Vietnam, ils avaient cette chose appelée le champ de bataille électronique, qui était censé trouver les combattants Viet Cong dans la jungle
les cibler, et ainsi de suite. Les Viet Cong ont trouvé des contre-mesures très simples et ils ont dû abandonner tout le système. Puis Reagan a dit « Oh, nous allons avoir ce bouclier impénétrable, Star Wars, qui nous protégera de tout type de missiles venant de n'importe où. » Il s'avère que ce n'était pas possible. Edward Teller, le père de la bombe H, avait même cette idée que l'on pourrait mettre des lasers dans l'espace qui zapperaient les missiles entrants. Et la physique ne fonctionnait tout simplement pas. Mais entre-temps, le magazine Time a mis une représentation artistique de ce système sur leur couverture. Et je pense que beaucoup de gens ont cru que c'était faisable. En fait, ils ont probablement dépensé des centaines de milliards de dollars sur cette idée d'un bouclier impénétrable, sans aucun résultat. Et maintenant, vous savez, Trump double essentiellement la mise avec cette idée du dôme d'or, qui est plus un slogan qu'un véritable système d'armes réfléchi. Et enfin, ils avaient cette notion de révolution dans les affaires militaires. Nous allions avoir des armes plus précises, de meilleures communications. Nous allions essentiellement tourner en rond autour de nos adversaires, parce que nous avions une meilleure surveillance, etc. Mais le type de guerre qu'ils menaient en Irak et en Afghanistan, ce n'était pas décisif. Cela a fait du mal à beaucoup de gens, mais ça n'a pas vaincu des personnes qui connaissaient le terrain local, avaient une morale différente, des approches différentes, vous savez. Ils utilisaient des choses comme des dispositifs explosifs improvisés, qui sont en quelque sorte des contre-mesures simples. Donc presque à chaque fois qu'ils ont dit « Oh oui, cette technologie va faire la différence », cela finit par être des facteurs humains, des facteurs sociaux, des facteurs politiques, qui entravent cette idée que cela va se produire. Et les gens de la Silicon Valley vendent maintenant ce même type d'argument. Et je pense que cela va avoir le même résultat, vous savez. Je veux revenir à votre article de 1999 dans le Cato Institute, parce que je pense que beaucoup des thèmes que vous explorez continuent d'être pertinents aujourd'hui. Vous naviguez à travers les milliards de dollars que les entrepreneurs de la défense ont reçus du gouvernement américain à l'époque et expliquez le bourbier des intérêts de lobbying qui poussent les ventes militaires à l'étranger. Un aspect auquel vous faites allusion est le rôle des dirigeants de l'industrie de l'armement, comme Bruce Jackson, qui était vice-président chez Lockheed Martin. Alors que Jackson était un dirigeant chez Lockheed Martin, il était également président du très influent Comité américain pour l'expansion de l'OTAN. Et donc ce genre de relation incestueuse entre la politique étrangère américaine et les intérêts des entrepreneurs de la défense continue évidemment aujourd'hui. Je veux dire, notre dernier secrétaire à la défense était un dirigeant de Raytheon. À quel point ces dirigeants de la défense ont-ils été influents dans l'influence de la politique étrangère américaine? Et est-ce que l'influence que ces entrepreneurs de la défense ont change selon qu'un républicain ou un démocrate est président? Eh bien, ils sont presque intégrés dans le processus d'élaboration des politiques parce que vous avez des cadres de grandes industries qui occupent des postes de décision au sein du gouvernement. Vous avez des fonctionnaires qui vont faire du lobbying pour ces entreprises et qui, en quelque sorte, tordent le bras de leurs anciens collègues pour leur obtenir un bon accord. Vous avez des personnes liées à l'industrie siégeant dans des commissions gouvernementales qui façonnent les politiques. Vous les avez finançant des think tanks qui aident à définir le débat à Washington. Donc je dirais que leur influence est aussi grande, voire plus grande, que lorsque j'écrivais à l'époque, surtout avec leur stratégie de relations publiques, consistant à se tenir à distance, du moins les grandes entreprises, en laissant ces think tanks bellicistes plaider leur cause. Parce que le directeur de Lockheed Martin disant « Faisons la guerre », ça ne donne pas une bonne image.
Bien que je suppose que les gens de la Silicon Valley n'ont pas reçu le mémo, car ils sont assez ouverts dans leur approche pour se vanter de la manière dont leurs armes sont utilisées, que ce soit en Ukraine, en Israël ou dans une guerre potentielle avec la Chine. L'industrie compte maintenant environ 900 lobbyistes. Pas tout à fait 2 pour chaque membre du Congrès. Mais, vous savez, certains membres diront que leurs collaborateurs passent un bon quart de leur temps à repousser les lobbyistes de l'industrie, qui peuvent dire « Eh bien, vous savez, A, nous avons fait une contribution à votre patron. B, nous employons cette personne qui travaillait avec vous tous. » B, we're employing this person that used to work with y'all. And C, we have a plan in your state that creates X number. Et C, nous avons un plan dans votre État qui crée X nombre d'emplois. Donc parfois, même des membres assez libéraux voteront pour des choses simplement parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme votant contre des emplois pour leurs électeurs. C'est ainsi qu'ils travaillent un peu avec les deux partis. Je veux dire, Joe Biden, qui est arrivé en disant « Vous savez que l'Arabie saoudite devrait être un paria », a fini par leur vendre, essayant de conclure cet accord. Les accords d'Abraham ont vraiment, vous savez, suivi l'idée de Trump et ont fini par revenir essentiellement aux affaires habituelles avec les Saoudiens. Vous savez, Trump, bien sûr, son premier voyage à l'étranger était en Arabie saoudite. Il les a en quelque sorte comblés d'armes. Il n'a même pas reculé après qu'ils aient tué Jamal Khashoggi. Il a dit « Eh bien, je ne veux pas nuire à nos merveilleux sous-traitants de la défense. » Et bien sûr, c'est Biden qui a commencé à appeler notre industrie l'arsenal de la démocratie pendant la guerre en Ukraine, en ignorant en quelque sorte toutes les dictatures et les nations agresseurs que nous armions en même temps. Donc malheureusement, nous avons fini dans des situations similaires avec les deux partis. Je pense que c'est en partie à cause de l'argent et du pouvoir de lobbying, et en partie à cause du récit selon lequel, vous savez, plus c'est mieux. Vous savez, si l'Amérique n'est pas, vous savez, le shérif, tous ces pays vont mal se comporter. Et ne préfériez-vous pas que ce soit l'Amérique qui fixe les règles plutôt que la Chine, et ainsi de suite? Mais cela suppose que l'Amérique suive les règles, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Je veux dire, quiconque vend cette politique d'encouragement au massacre à Gaza, qui se retourne et parle d'un ordre fondé sur des règles, devrait être ridiculisé. Je veux dire, ils n'ont plus aucune crédibilité. Mais malheureusement, dans notre système, cela ne fonctionne pas toujours de cette manière. Beaucoup des défenseurs de la guerre en Irak sont maintenant des experts respectés. Il y a une mémoire courte, et Washington a une vision du monde très étroite, qui doit, je pense, être élargie si nous voulons réduire certains de ces gaspillages d'argent et ces politiques agressives. D'accord. Et vous savez, la promesse de l'administration Trump était de mettre fin à ces guerres, d'utiliser Dodge pour maîtriser les dépenses discrétionnaires, dont les dépenses militaires représentent environ 60%. Et pendant un moment, il semblait que cela pourrait se réaliser. Trump a dit qu'il allait réduire de moitié le budget du Pentagone le mois dernier, mais cela ne s'est pas encore produit. Au lieu de cela, le Congrès essaie d'ajouter 100 milliards de dollars au budget du Pentagone. Et vraiment, je pense qu'ajouter des milliards de dollars au budget du Pentagone est quelque chose comme une pratique religieuse au Congrès. C'est un peu un événement annuel. Mais comment compareriez-vous la promesse de Trump de s'attaquer à l'État-providence des entreprises pour les sous-traitants de la défense avec ce qu'il a réellement fait jusqu'à présent avec Dodge? Eh bien, c'est intéressant. Vous savez, Trump a également dit que les armes nucléaires sont coûteuses et dangereuses. Et parlons à la Chine et à la Russie de s'en débarrasser. Et vous savez, certaines personnes ont placé un peu d'espoir là-dedans. Mais mon interprétation est qu'une partie de sa base en a aussi assez des guerres et ne fait pas confiance à ces entreprises. Et c'était comme un argument rhétorique, un S, qu'il leur a lancé. Mais sa pratique réelle est généralement de se rapprocher des entrepreneurs.
Je veux dire, Musk lui-même reçoit des sommes substantielles du Pentagone et en recevra davantage. Et pourtant, il est chargé d'examiner le budget du Pentagone. Il y a eu un article du Washington Post qui a un peu mal interprété ce qu'il faisait et a dit qu'ils allaient le réduire de 8% par an pendant 5 ans. En fin de compte, ce qu'ils allaient réellement faire, c'est essayer d'économiser 8% dans certains départements du Pentagone, dépenser cet argent sur différentes armes sans réduire le budget global, juste déplacer l'argent. Et puis bien sûr, comme vous l'avez dit, le Congrès ajoutera par-dessus cela. Et je pense que l'idée que cela concerne l'efficacité est une sorte de couverture mince. Je veux dire, ils prennent essentiellement une boule de démolition à la plupart du gouvernement civil et laissent le Pentagone intact. Et s'ils se souciaient de l'efficacité, théoriquement, ils se demanderaient quel programme fonctionne, lequel ne fonctionne pas. Ils ne réduiraient pas l'agence principale d'aide du gouvernement américain de 10 000 employés à 300 en quelques mois. Donc c'est vraiment, dans une certaine mesure, une attaque idéologique sur les fondations du gouvernement civil et de la démocratie, sous le couvert de l'efficacité. Eh bien, ce fut vraiment un plaisir de parler avec vous aujourd'hui et d'obtenir vos perspectives. Où les gens devraient-ils aller s'ils veulent soutenir votre travail? Eh bien, le site web de l'Institut Quincy contient beaucoup de mes travaux. C'est simplement quincyinst.org. J'écris aussi pour Forbes et Tom Dispatch. La plupart de mes nouveaux articles apparaîtront si vous cherchez mon nom sur Google. La seule autre chose est que vous pourriez tomber sur un joueur de rugby australien. Mais normalement, vous trouverez mes travaux. Et vous savez, j'ai tendance à me répéter, donc je ne recommanderais pas aux gens de tout lire. Mais, vous savez, j'ai des opinions sur ces sujets. En général, il y a aussi quelques faits impliqués.